Ah, bien sûr, vous me direz, mais avec tout ça, la décharge, c'est pas bon du tout. C'est pareil, c'est quelque chose qui, bien qu'en n'ayant pas les vertus de la chimie du feu, parce que la chimie du feu, c'est terrible, c'est une alchimie fantastique qui va libérer des molécules, des atomes comme ça, qui vont se rencontrer, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, et qui fabriquent des molécules absolument invraisemblables. C'est ce qu'on appelle notamment les cocktails. Et sur les cocktails, on sait aujourd'hui qu'on en a 2000 à peu près, dans un incinérateur de cocktails, et il y en a à peu près une bonne soixantaine dont on a mesuré la toxicité. L'autre, on n'a pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les incinérateurs, il y a une relation extrêmement troublante entre les cancers qui se déclenchent et tout, et la dioxine. On n'est pas du tout sûr que ce soit la dioxine et le furan et tout qui soient les plus déterminants au niveau du déclenchement de la cause. Il y a d'autres substances dont on n'a pas indisé aujourd'hui la toxicité, qui sont composées aussi de cette manière-là. Et aujourd'hui, on ne s'est pas penché sur la question. Il faut dire que ça, au niveau mondial, aujourd'hui, on a un trou. Mais, ça, c'est ma décharge. Je vais dire ça comme ça. Ma décharge, ce n'est pas la mienne, c'est le département du Rhin. Donc, en clair, cette décharge, en profondeur, elle fait 120 mètres. Hein. Donc, c'est de la marne vive. Ils ont commencé, effectivement, avec cette décharge ici donc c'est une décharge où on extrait d'abord des marnes grises, on descend avec les camions en bas pour extraire ça. Avec cette marne grise, on fabrique ensuite des tuiles, des briques, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que ça grandit, qu'on creuse, et bien derrière, on remplit effectivement avec des déchets, quoi. Hein, c'est comme ça, effectivement, que les choses sont faites. Alors finalement, les riverains, on a râlé parce que vivre à côté d'un truc comme ça, c'est l'enfer. Je suis désolé, c'est franchement un fait. Pour la bonne et simple raison, vous invitez des gens ou n'importe, même il fait beau le samedi à midi, vous dites aux voisins, tiens, viens boire un coup. Vous installez sur la terrasse, il doit commencer à puer, même à 5 km. C'est l'horreur absolue, quoi. Alors ce qui pue là-dedans, c'est précisément les fameux déchets verts dont on parle. Parce que les déchets verts, eux, ils fermentent, et ce sont eux qui donnent les mauvaises odeurs. C'est pas le reste, c'est pas les plastiques, c'est pas tout le reste, c'est les déchets verts. Mais, comme on mélange les déchets verts avec d'autres choses, et que lorsqu'ils se décomposent, ils chauffent terriblement, et ils vont se combiner avec d'autres substances qui se trouvent également dedans, on va voir, nous on a demandé, on a voulu savoir ce qui sort d'une décharge. Alors ça, il y a peu de gens qui ont vu ça, ce qui sort effectivement d'une décharge au niveau atmosphérique. Donc on a fait faire une étude par l'INVS. J'ai été voir le sous-préfet, le préfet, j'ai dit vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que le responsable, le gestionnaire de la décharge, il paye cette étude. Bon, il n'avait pas le choix, parce que s'il voulait continuer l'exploitation de sa décharge, il faut l'autorisation du préfet, il fallait qu'il obéisse au préfet, ce qui est normal aussi. Eh bien, quand on a sorti cette analyse, on a vu, effrayé, que finalement une décharge, ben, ça on savait, mais pas à cette quantité-là. Eh bien, sur 220 000 tonnes, on avait 5500 mètres cubes heure de biogaz qui sortait. Donc ça veut dire une décharge déjà, comme ça, avec, vous avez vu, nous c'est 30% de déchets verts qu'on a dedans, c'est déjà une bombe. Hein, parce que le biogaz, il y a de l'hydrogène dedans et ça peut très facilement déflagrer. C'est quelque chose qui n'est pas triste. Mais à côté de ça, on a des produits du CO2, ben ça on savait. Hein. On a également du méthane, mais ça on le laisse passer. Et on a des aldéhydes. Alors ça commence déjà à être beaucoup plus embêtant. C'est des produits dérivés notamment par le formol et toutes ces choses-là. On a également ici des composés organiques volatiles. Donc ça, c'est déjà des saloperies qui deviennent des perturbateurs endocriniens. Acétate d'éthyle, acétone butanol et toutes des cochonneries comme ça. On a eu également ici, dedans, celui-là, j'arrive même plus à le lire, là, parce que c'est des HPA, donc avec le fluorantène notamment, l'hydrocarbure polycyclique aromatisé. On a eu également, enfin tout ça. Alors, quand il pleut là-dessus, eh bien, ça ruisselle au fond, les déchets, effectivement, sont mouillés. On ne peut pas laisser le trou se remplir, donc on pompe le trou, et puis on fait aller ça, effectivement, dans une espèce de bassine, une espèce d'étang, où on réserve, on garde ses stocks pour qu'ils ne partent pas ailleurs. Puis ensuite, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient régulièrement, toutes les semaines, tous les 2 jours, on va pomper, prendre ces lixivianes et les mettre dans des camions, et ces camions, on va les emmener à la station d'épuration. Et dans la station d'épuration, manque de peau,
tous ces produits qu'on a trouvés au fond, ils contiennent des métaux lourds, des hydropolycycliques aromatisés, de l'ammonium. Eh bien, là, on n'est pas bon. Parce que la station d'épuration qui va avoir ça dans ses boues, eh bien, les boues, on ne peut plus les épandre en agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les ramène dans la décharge. Stupide. Alors, bien sûr, il y a une solution. C'est d'avoir une station d'épuration et qui, effectivement, avant d'arriver dedans, enfin, on fait ce qu'on appelle une osmose inverse. C'est un procédé qui coûte cher, c'est vrai, mais qui permet effectivement de sortir et d'isoler ces produits que l'on ne doit pas retrouver dans l'environnement après. C'est un peu les filtres qu'on a sur l'incinérateur, c'est un petit peu les filtres qu'on pourrait avoir effectivement sur une décharge. Des décharges comme ça, avec des osmoses inverses, en France, on peut les compter sur les doigts des deux mains. Hein? Donc vous voyez, il n'y a pas qu'on nous donne des exemples. J'ai lu dans la presse locale les normes françaises, les normes européennes et tout. Ben oui, ben c'est pas aussi terrible que ça. Alors, voilà, donc au niveau de cette île Maurice, hein, qui est située au milieu du Pacifique, ici je suis au milieu de l'océan Indien, et si moi, ce qui m'a poussé à venir, parce qu'au niveau de la communication qui était faite, notamment, j'ai vu sur Internet, parce que Christiane Madeleine m'appelle tout le temps, elle dit quand c'est que vous allez à l'île Maurice, c'est mon île, bon, bref. Et puis là, on a effectivement la faculté de Bordeaux qui a fait un bouquin, les presses universitaires de Bordeaux, sur notamment la problématique des terres et des zones tropicales dans lesquelles vous êtes complètement. Et quand j'ai lu ça, il y a 3 ans, je suis tombé dessus tout à fait par hasard, parce que j'avais aucune raison de m'occuper de l'hémisphère sud, j'avais bien assez à faire dans l'hémisphère nord. Hein. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, là, il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est que selon la cellule de l'ONU, 20% des terres tropicales propices à la végétation se sont appauvries au cours des 45 dernières années, du fait de la dégradation et de la déstructuration des sols par différentes érosions fréquemment déclenchées par des impacts anthropiques sur les milieux. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on modifie un système au niveau tropical, que ce soit une forêt ou n'importe, eh bien, à partir du moment où on commence à perturber le bon fonctionnement de ce système, eh bien, on va avoir, que ce soit par les pluies déjà, qui sont extrêmement intenses, on a vu le rôle perturbant des gouttes de pluie qui arrivent au sol, c'est très conséquent, on a des érosions extrêmement conséquentes aussi qui se font, et c'est lié effectivement à ce fait-là. Donc on voit qu'il y a 20% des terres tropicales propices à la végétation qui sont en train de foutre le camp. Alors, quand on va un petit peu plus loin, on va voir pourquoi ça s'en va comme ça beaucoup plus vite sur ces 20 dernières années, ces 45 dernières années. Eh bien, on voit que l'usage, par exemple, des fertilisants chimiques ont pour rôle, effectivement, de créer un humus, une terre, qui n'est plus apte à assurer la vie, notamment des bactéries, des vers de terre, et puis tout ce qui est chargé de fabriquer l'humus du sol. Et c'est cet humus du sol qui est en quelque sorte le filet, un espèce de filet invisible, si on veut, mais qui permet de tenir la terre et de résister notamment à la pluie, aux érosions, et ainsi de suite. Donc maintenant, on s'est rendu compte effectivement que l'usage systématique des engrais chimiques, et ainsi de suite, font que les terres deviennent de plus en plus vulnérables aux phénomènes érosifs que l'on trouve effectivement en zone tropicale. Alors, bien sûr, quand on regarde tout ça, je me dis, mais attends, mais c'est dramatique cette histoire. Parce que si chez nous, dans l'hémisphère nord, c'est ce que j'ai expliqué hier, on se rend compte que pour nourrir en 2050 9 milliards d'êtres humains, ben, il va falloir trouver de la place et de la terre fertile pour planter, pour cultiver, et ainsi de suite. Et sur la planète, on ne plante pas n'importe où. On peut dire qu'on a à peu près 10 degrés en dessous et 10 degrés au-dessus du 45e parallèle nord et du 45e parallèle sud. Un parallèle nord, je regarde, donc il y a toutes les plaines américaines et tout, il y a l'Europe, il y a une partie notamment de tous les pays de l'Est, ainsi de suite. Bon, là, il y a de la surface agraire et cultivable. Mais si je fais la même bande dans l'hémisphère sud, je me rends compte que je suis passé partout, dans l'Afrique un petit peu et l'Amérique du Sud, je suis partout dans la flotte, dans l'océan.